Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je suis à nouveau accompagné aujourd'hui par le Dr. David Gibbs, professeur à l'Université de l'Arizona. David, ravi de vous retrouver. Merci de m'avoir invité, Pascal. Merci d'être revenu en ligne. Nous voulons bien sûr parler de l'Iran. Vous êtes historien et vous avez des points de vue très pertinents et intéressants sur l'évolution à long terme des opérations américaines à l'étranger pendant la guerre froide. Comment voyez-vous cette dernière guerre en Iran s'inscrire dans la politique à long terme des États-Unis? Puisque je suis citoyen américain, je vais donc vous donner essentiellement une perspective américaine sur cette guerre. À mon sens, depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont en gros cherché de nouveaux ennemis. À la fin de la guerre froide, il était remarquable que les États-Unis n'aient plus d'ennemis. Je me souviens qu'en 1990, Colin Powell, qui était alors président des chefs d'état-major interarmés, avait accordé une interview à Stars and Stripes, le journal militaire officiel. Je me souviens exactement de la citation. Il a dit « Réfléchissez bien, je n'ai plus de démons, je n'ai plus de méchants », comme si c'était une mauvaise chose. Évidemment, si l'on est militaire, j'imagine que c'en est une, car on est formé pour cela. Toute ta carrière repose sur l'idée d'ennemi. Si tu viens à manquer d'ennemis, j'imagine que c'est perçu comme quelque chose de négatif. Or, une personne normale, sans intérêt personnel, pourrait voir cela comme une bonne chose, puisque après tout, qui voudrait vraiment la guerre? Et la réponse, c'est qu'il existait tout un ensemble d'intérêts établis qui voulaient la guerre, qui prospéraient grâce à elle et qui en tiraient profit. Il y a bien sûr le complexe militaro-industriel d'Eisenhower, mais c'est plus large que cela. Cela inclut les groupes de réflexion, les universitaires d'élite et les journalistes d'élite. Le monde universitaire, pourrait-on dire, bénéficiait d'une véritable manne liée à la guerre froide, du moins du côté américain. Beaucoup de subventions, de bourses et de contrats de livres. Un travail secret pour la Central Intelligence Agency, qui vous payait souvent pour écrire des livres avant de les modifier en secret, ce genre de choses. De nombreux universitaires faisaient cela. Et avec la fin de la guerre froide, vous savez, on en plaisantait beaucoup. Il y avait un magazine de gauche, aujourd'hui disparu, appelé The Lies of Our Times, qui, je crois, au début des années de 90, avait publié un dessin humoristique avec le titre « L'avenir ». Le titre disait « La guerre sera déclarée demain » et le sous-titre ajoutait « L'ennemi sera bientôt choisi ». L'implication, évidemment, était qu'il fallait bien avoir un ennemi, mais on ne savait pas vraiment qui c'était. Alors, ils en cherchaient un. Et vous savez, l'Iran faisait partie de plusieurs ennemis. La Russie, évidemment. La Chine est un autre ennemi. Le terrorisme arabe défini très largement en était un aussi. Et tout cela, je pense, ne sort pas de nulle part. Je veux dire, évidemment, il y a un besoin psychologique d'un croque-mitaine, une explication simple à tous nos problèmes, je suppose. Mais je n'aime pas les explications psychologiques. Je pense qu'il y avait ici des intérêts matériels. Ces intérêts matériels consistaient à trouver une justification à cet immense appareil militaire que possédaient les États-Unis. Il n'avait été que légèrement réduit après la guerre froide, et il leur fallait une justification pour des centaines de bases à l'étranger, qui n'avaient plus de raison d'être si l'Union soviétique avait disparu. Mais il leur fallait une fonction. Ils devaient en trouver une. Il y avait des flottes partout dans le monde, et il y avait l'appareil de sécurité, la CIA et toutes les autres agences. Et donc, je pense que chercher un ennemi a créé une construction psychologique, un concept selon lequel si l'on cherche un ennemi, on en trouvera un. Et l'Iran était clairement un ennemi. C'était un ennemi commode, parce qu'après tout, ils ont pris l'ambassade des États-Unis en 1969 et ont retenu le personnel diplomatique américain en otage.
Nous ne leur avons jamais pardonné cela. Il y a donc là une part de personnalisation. Mais je pense que le point plus large était qu'ils faisaient partie de plusieurs ennemis. Et il est très facile d'en rejeter la faute sur Trump et de dire que Trump est un original, un fou, peu importe comment on le qualifie, ce qui est, dans une certaine mesure, vrai. Je veux dire, regardez ce qu'il fait en Iran. Mais c'est un projet bipartisan. Et ce que Trump fait en Iran s'inscrit, je dirais, bien davantage dans une continuité générale avec le passé que dans une rupture avec celui-ci. Oui. Donc vous replacez cela, bien sûr, dans le contexte de la politique étrangère des États-Unis et de la fin de la guerre froide. Mais vous savez, il existe deux écoles de pensée, je dirais, lorsqu'il s'agit de l'Iran. La première, appelons-les les Mearshemeriens, cherche essentiellement à expliquer la guerre d'Iran et toute la stratégie américaine au Moyen-Orient à travers le prisme du sionisme et du lobby sioniste. Et l'autre, je dirais, regroupe des commentateurs comme Brian Berletic, je viens de lire sa dernière publication, qui affirme que si vous croyez vraiment qu'Israël dirige les États-Unis, vous êtes soit dans l'illusion, soit malhonnête. Tout son argument repose sur le fait que, non, ce sont les États-Unis qui dirigent les opérations. Israël est essentiellement le proxy sur place, nécessaire pour mettre en œuvre ce type de politique. Cette idée de trouver un ennemi en le créant, en créant quelque chose d'aussi étranger à la région que cela finit inévitablement par faire exploser toute la région. Lequel des deux camps, selon vous, se rapproche le plus de ce que suggère l'évolution historique? Je répondrai plutôt dans le sens de l'interprétation de Mearsheimer. On ne peut pas nier l'influence du lobby pro-israélien. Elle est immense et extrêmement puissante. Je le constate dans ma salle de classe. J'ai dit à mes étudiants que je n'allais pas aborder la guerre en Iran, ni rien en rapport avec Israël-Palestine, parce qu'il existe sur le campus, comme sur tous les campus américains, ou du moins sur beaucoup d'entre eux, des groupes qui surveillent les professeurs en fonction de ce qu'ils disent sur Israël-Palestine. On peut avoir de gros ennuis à cause de ça. Si vous dites quelque chose de mal, vous devrez vous justifier, vous serez diabolisé, et ainsi de suite. Il fut un temps où je pouvais dire tout ce que je voulais en cours. Mais cette époque est révolue. Et cela a beaucoup à voir avec le lobby pro-israélien. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile d'essayer d'en minimiser l'importance. Je pense que le livre de Mearsheimer, qu'il a coécrit avec Stephen Walt à Harvard, The Israel Lobby, il y a environ 20 ans, il ne fait aucun doute qu'ils avaient raison sur ce point. Mais je pense que cela va plus loin que ce qu'ils ont dit. À mon sens, Israël était perçu comme, eh bien, il y a eu la montée de l'idéologie néoconservatrice. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Et selon moi, cela découlait de l'échec de l'Amérique après le Vietnam, à la fin des années 1970. C'était une tentative de revigorer le militarisme américain après ses échecs au Vietnam et de contrer ce qu'ils considéraient comme des tendances pacifistes dans le système politique américain. Et l'idéologie néoconservatrice, dans ses composantes juives et non juives, considérait Israël comme son modèle. Ce qu'ils appréciaient chez Israël, c'était son usage sans complexe de la force militaire, une force maximale, offensive et non simplement défensive. Ils attaquaient, ils ne faisaient pas que se défendre. Et du moins dans la mythologie, pas tellement dans la réalité, mais dans la mythologie, ils gagnaient toujours, ils réussissaient toujours brillamment. Cela ne s'est pas réellement produit dans de nombreux cas, mais c'est ainsi qu'ils le percevaient. On se retrouvait donc dans une situation où ils voyaient Israël comme l'exemple que l'Amérique devait suivre. Ah, et une chose de plus, l'idée d'Israël consistait aussi à dénigrer les négociations, ou du moins à les minimiser, à les utiliser le moins possible.
La force militaire résout les problèmes. Négocier, c'est pour les faibles. Et c'est ainsi qu'il semblait aux néoconservateurs, les idéologues néoconservateurs qui ont grandi durant cette période, qu'Israël montrait la voie de ce que l'Amérique devrait être. Les néoconservateurs étaient largement financés par le complexe militaro-industriel. Ils disposaient d'une série de groupes de pression et peu à peu, au fil du temps, ils ont gagné de plus en plus d'influence dans les deux partis. Ils ont d'abord commencé au sein du Parti démocrate, puis sont passés au Parti républicain et ont fait des allers-retours. Et ils sont toujours très présents. Trump a exprimé beaucoup de scepticisme à l'égard du néoconservatisme, mais il suit désormais clairement la ligne directrice néoconservatrice. Et cela revient essentiellement à transformer l'Amérique en Israël. Et beaucoup de gens ont dit que l'Amérique devait ressembler davantage à Israël. Nous avons besoin d'une approche de la sécurité à la manière d'Israël, accompagnée du mépris des libertés civiles et de la vie privée. Nous devons rejeter les négociations. Nous devons attaquer de manière agressive non seulement ceux qui nous menacent, mais aussi ceux qui pourraient, hypothétiquement, nous menacer. Je pense que l'utilisation de menaces hypothétiques pour justifier l'agression faisait largement partie de la stratégie israélienne. Ainsi, je pense qu'il y a une sorte de fusion entre Israël et les États-Unis. C'était l'idée néoconservatrice, et c'est la politique actuelle. Donc, à mon sens, c'est plus qu'une simple question de lobby pro-israélien. C'est aussi que l'idée israélienne est ancrée dans le gouvernement américain et que la vision de ce que l'Amérique devrait être repose sur l'expérience israélienne. Et cela se déroule sous nos yeux en ce moment même en Iran, n'est-ce pas? Sur la base de l'idée qu'un jour, l'Iran pourrait hypothétiquement représenter une menace. Les hypothèses ici m'intéressent beaucoup. L'idée que si quelqu'un pouvait hypothétiquement vous menacer, il faudrait le considérer comme une certitude et l'attaquer. Les possibilités sont infinies. Je veux dire, hypothétiquement, tout est possible. Hypothétiquement, des extraterrestres venus de l'espace pourraient nous attaquer. Le monstre du Loch Ness pourrait sortir d'Écosse et nous attaquer. Je ne sais pas, je suis un peu désinvolte ici. Mais si l'on veut jouer avec les hypothèses, autant aller jusqu'au bout, je suppose. Donc, l'Iran pourrait, hypothétiquement, faire quelque chose. Et cela suffirait à justifier qu'on l'attaque. D'ailleurs, cette idée a été formalisée par le vice-président Richard Cheney, un néoconservateur éminent. Il l'a appelée la doctrine du 1%. Il a déclaré que si un pays présentait ne serait-ce 1% de probabilité d'entrer en guerre contre nous ou de représenter un danger pour notre sécurité, nous devrions considérer cela comme une menace à 100%. Autrement dit, qu'il faudrait l'attaquer. Il semble que l'idée soit qu'il vaut toujours mieux attaquer et faire la guerre que chercher la paix. Toute menace, aussi minime soit-elle, doit être considérée comme une quasi-certitude, ce qui n'a aucun sens. Logiquement, cela n'a aucun sens, mais c'est bien là l'idée néoconservatrice, la doctrine du 1%. Petite interruption rapide car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalolotaz.substack.com. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. C'est une sorte de réalisme offensif sous stéroïdes, non? Là, vous soutenez en gros que non. Je veux dire, l'offensive est ce qui compte. Et il faut s'assurer que toute forme ou tout type de menace soit immédiatement éliminée. Donc il ne peut pas y avoir d'équilibre, n'est-ce pas? Parce qu'un équilibre suppose que vous reconnaissiez que l'autre camp a un certain poids. Non, l'idée néoconservatrice, c'est la domination complète, absolue, totale, et rien de moins n'est acceptable. Et cela est traité comme une menace pour la sécurité, pas seulement comme un problème,
pas seulement comme quelque chose à négocier. Non, c'est une menace pour la sécurité qu'il faut éliminer. Donc en quelque sorte, du réalisme offensif sous stéroïdes. Mais ce qui concerne Israël, ce à quoi je réfléchis en ce moment, c'est comment comprendre cela comme un projet politique. Et j'en suis arrivé à un point où je soutiendrai qu'on ne peut pas analyser le processus politique aux États-Unis sans examiner aussi le processus politique en Israël, et inversement. Ces deux pays sont, comme le dirait Mearsheimer, liés par la hanche, mais partagent peut-être même le même flux vital. Ce sont comme des jumeaux siamois. Et d'une certaine manière, ce que tu viens de dire me fait penser à Israël comme aux États-Unis libérés de leurs entraves. Les États-Unis, sans la Constitution et sans les mêmes contraintes, est donc un modèle pour les néoconservateurs. Ils essayent de le réimporter. Et les Israéliens, de leur côté, importent toutes les armes, toute la capacité productive des États-Unis. Et le cycle continue ainsi. Quelque chose comme ça. Je suppose que la seule chose avec laquelle je serais légèrement en désaccord, c'est que c'est en un sens du réalisme offensif sous stéroïdes. Sauf que les réalistes, à la Mearsheimer, insisteraient sur le fait qu'il faut être prudent, qu'il faut évaluer la possibilité du risque, qu'on peut échouer, qu'on peut être vaincu. Alors que les néoconservateurs ont tendance à jeter la prudence aux orties, et ils affirment que tout est une question de volonté, de force de volonté, ou du moins, ils le laissent entendre. L'idée, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux manquent d'épine dorsale, de certitude morale, ou présentent peut-être un défaut de caractère. L'Amérique n'est une superpuissance que si elle agit comme une superpuissance, c'est ce qu'ils diraient. Se comporter comme une superpuissance implique des démonstrations de force constantes. En fin de compte, le système que nous avons mis en place ici garantit essentiellement que lorsque vous créez une armée aussi gigantesque, vous devez l'utiliser périodiquement. Vous devez l'utiliser. Il n'y a aucun moyen de justifier l'existence d'une armée aussi démesurée, bien plus grande que n'importe quelle autre au monde. Encore une fois, on parle souvent de la menace chinoise. La Chine a un PIB à peu près équivalent à celui des États-Unis, supérieur selon la norme de la parité de pouvoir d'achat, mais son armée est bien plus petite. Leurs dépenses militaires, en pourcentage du PIB, sont bien plus faibles. Ainsi, les États-Unis disposent en somme d'une armée de classe mondiale, sans équivalent dans l'histoire. Et si vous avez cela, vous devez l'utiliser périodiquement. Ainsi, l'idéologie du néoconservatisme s'accorde très bien avec cette idée, avec ce besoin institutionnel d'utiliser l'armée de manière efficace. Et encore une fois, nous le voyons actuellement en Iran. Si vous subissez cette pression constante d'utiliser l'armée pour faire quelque chose, et que cette idéologie repose sur des menaces hypothétiques de quelque chose qui pourrait mal tourner et vous attaquer, j'imagine que cela s'intègre et justifie ce que nous faisons en Iran. Le seul problème, c'est que nous pourrions très facilement et très probablement perdre cette guerre. Et ce qui se passera ensuite, nul ne peut le dire. Quand j'ai parlé hier avec Mohamed Marandi, il a été très clair sur le fait que l'Iran n'attend pas que les États-Unis proposent la paix. L'Iran rejette déjà toute forme de cessez-le-feu à court terme, et la guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera qu'elle doit prendre fin. Leur stratégie semble donc consister à encaisser autant qu'ils le peuvent, et en substance à chasser les États-Unis d'Asie occidentale, tout en exigeant non seulement un cessez-le-feu sur le papier, mais aussi la suppression de la capacité matérielle des États-Unis à faire la guerre à nouveau dans les années à venir. Selon vous, quelle est la probabilité que cet objectif soit réalisable? Car après tout, vous avez raison. Les États-Unis disposent de la force militaire la plus redoutable au monde, mais même celle-ci n'est pas infinie.
J'écoutais Theodore Postol, le spécialiste des armements au MIT, qui est extrêmement informé et véritablement un expert. Il a essentiellement expliqué que les systèmes de défense antimissiles ne fonctionnent pas contre les missiles balistiques. Je pense qu'ils sont efficaces contre les avions de chasse, qui sont à peine utilisés ici, du moins pas à courte portée, et qu'ils fonctionnent contre les drones. Mais contre les missiles balistiques, ils ne marchent tout simplement pas. Ainsi, les États-Unis et Israël ne peuvent pas vraiment abattre beaucoup de ces missiles. Les intercepteurs sont extrêmement coûteux, peu nombreux et s'épuisent très rapidement, tandis que l'Iran semble disposer d'un stock remarquable de missiles et de drones. Et s'il venait à en manquer ou à perdre la capacité d'en fabriquer davantage, je pense qu'il y a de fortes chances que la Russie ou la Chine les aident à se réapprovisionner, car elles ont tout intérêt à le faire. Et donc, il est raisonnablement possible que l'Iran finisse par gagner cette guerre, dans le sens où tout ce qu'il a à faire, comme beaucoup l'ont souligné, c'est de survivre, d'être encore debout à la fin. De plus, il mène ce que certains appellent une escalade verticale. Il n'attaque pas seulement Israël, il s'en prend à presque tous les alliés de l'Amérique au Moyen-Orient. Il attaque plusieurs États du Golfe et cherche à démontrer, et démontre effectivement, que l'Amérique non seulement ne peut pas vous protéger, mais vous rend en réalité plus vulnérable aux attaques. Loin de vous protéger, l'alliance avec les États-Unis affaiblit votre sécurité. Et je pense que les États du Golfe commencent à le comprendre. Et les Européens, s'ils étaient intelligents, le comprendraient aussi, que peut-être l'OTAN n'est pas une si bonne chose. Peut-être que le rejet de la neutralité par la Suède et la Finlande va se révéler désastreux, car cela fait d'eux des cibles. Cela met une cible sur leur tête, tout comme les Émirats arabes unis viennent de le découvrir, tout comme Bahreïn vient de le découvrir. Et l'Iran montre très clairement que ce qui se passe ici, c'est que l'Amérique ne vous protégera pas. Cela vous rend plus vulnérable. Donc, je pense que ce qu'ils veulent vraiment faire, en fin de compte, c'est forcer l'Amérique à se retirer du Moyen-Orient. Or, pour l'Amérique, faire cela reviendrait presque à annoncer la fin de l'Empire américain, n'est-ce pas? Ce serait la fin de la présidence Trump et la fin de l'Empire américain. Il m'est très difficile de croire que Trump serait prêt à accepter cela. Mais ce qu'il fera, si nous commençons simplement à manquer de missiles et à nous épuiser. Oh, une chose de plus, bien sûr. Dans l'escalade verticale, il y a la fermeture du détroit d'Ormuz et la possibilité de provoquer un ralentissement économique, peut-être un ralentissement très grave, aux conséquences dévastatrices. Tous ces éléments jouent essentiellement en faveur de l'Iran et finiront par risquer d'épuiser les États-Unis. Mais cela pourrait être un tournant majeur. Et je me demande si Trump voudrait être le président qui préside à la défaite de l'Empire américain de la manière la plus humiliante possible, par un pays que nous avons toujours considéré comme inférieur à tous les niveaux. Nous n'avions aucun respect pour les Iraniens, et voilà qu'ils vont nous vaincre. Ce serait une répétition, dans des circonstances pires, de ce que les Vietnamiens nous ont fait en 1975. Oui. Et à une échelle bien plus grande en un sens, car il ne s'agit pas seulement d'un retrait d'un pays, ce serait un retrait complet de la région. Du moins, c'est ce que les Iraniens semblent viser. Et tu sais, pour souligner ce que tu viens d'expliquer, ils le montrent aussi d'une autre manière, en s'abstenant délibérément d'attaquer quiconque n'a pas de base militaire américaine. Absolument. Pas une seule frappe sur Oman, pas une. Il n'y a pas de base militaire américaine. Pas d'installation. Oman est un ami des États-Unis, mais pas un allié. Oman est aussi un ami de l'Iran,
et cela est bien compris. Marandi dit en fait que oui, je veux dire si ces États du Golfe déclaraient dès maintenant leur neutralité permanente et expulsaient les États-Unis, ou du moins disaient « nous n'allons pas renouveler ces baux », alors cela réglerait le problème, en dehors de la question des réparations. Mais la structure de sécurité est clairement celle que recherchent les Iraniens. Maintenant, pour les États-Unis, l'une des questions que tout le monde se pose en ce moment, si je me fie à toutes les lettres d'information auxquelles je suis abonné, est de savoir s'il existe un point où les États-Unis ou Israël pourraient réellement utiliser leurs armes nucléaires pour provoquer une escalade vers quelque chose d'aussi impensable que, dans l'esprit néoconservateur, ce serait comme « d'accord, voici le véritable pouvoir », et cela mettra fin à toute une bonne fois pour toutes. C'est ce qui m'inquiète, et ce qui inquiète beaucoup de gens, et à juste titre, je pense. Si les États-Unis étaient acculés, et plus encore si Israël l'était, si Israël faisait face à une défaite dans cette guerre, si Netanyahou lui-même faisait face à une défaite, que ferait Israël? Eh bien, les armes nucléaires sont une possibilité. C'est-à-dire, c'est une possibilité. On prétend, à tort, selon toutes les indications, qu'Israël est une question existentielle pour eux. Et ils ont agi, du moins en apparence publiquement, comme si c'était existentiel. Si tel est le cas, ils peuvent facilement se le justifier, et se le justifier mutuellement du moins, comme une raison d'utiliser des armes nucléaires. Israël sera la première source d'inquiétude. Les États-Unis aussi, sous Trump. Je ne jugerais pas impossible que les États-Unis aient recours à l'arme nucléaire, car ils la considéreraient comme un dernier recours. Si nous ne pouvons pas gagner avec des armes conventionnelles, alors peut-être devrions-nous passer aux armes nucléaires. Car, encore une fois, reconnaître une défaite dans une guerre qui pourrait signifier un revers permanent dans une région clé aux implications mondiales, cela pourrait être jugé impensable et intolérable, non seulement pour Trump, mais aussi pour ses conseillers et certains hauts responsables militaires. Ainsi, les armes nucléaires seraient envisagées comme une option dans ces circonstances. C'est un risque énorme, un danger immense, ici, à mon avis. Et je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que nous jouons à ce jeu avec les armes nucléaires. Nous ne les avons pas utilisées depuis Hiroshima et Nagasaki, et donc ce n'est plus vraiment perçu comme un problème sérieux. C'est remarquable de voir à quel point la menace nucléaire était considérée comme une inquiétude constante quand j'étais enfant, en grandissant pendant la guerre froide. Mais après la fin de la guerre froide, nous avons fait comme si ce n'était plus un sujet. Il n'y a presque plus de discussion à ce propos. Il n'y a plus de mouvement pacifiste, plus de mouvements antinucléaires en Occident. Il y en avait un immense autrefois, mais il a disparu. Il a disparu, et les gens ont oublié le risque que cela représente. Et je pense que dans cette situation, le risque d'utiliser des armes nucléaires a considérablement augmenté. Oui, au lieu de nous dénucléariser, nous nous sommes dénucléarisés de peur. Exactement. Nous avons toujours les armes nucléaires, mais nous n'avons plus la peur nécessaire à leur sujet. C'est donc l'évolution la plus regrettable. Mais l'une des choses que je me demandais, et je sais que tu n'es probablement pas la personne qui a toutes les informations à ce sujet, il faudrait sans doute en parler à Ted Postol, concerne les réacteurs nucléaires qu'Israël possède sur son territoire. Ne représente-t-il pas un énorme risque? Je veux dire, si l'Iran était frappé par une arme nucléaire, ne serait-il pas tout à fait naturel de tirer simplement quelques missiles conventionnels sur ces réacteurs nucléaires et de semer le chaos de cette manière? N'est-ce pas une forme de dissuasion en ce moment? Mais j'en ai parlé avec personne qui sache réellement comment tout cela fonctionne. Je me demande simplement si tu as une opinion là-dessus.
Oui, la principale installation de production nucléaire d'Israël se trouve à Dimona, dans le désert du Negev. Elle a été construite par la France dans les années 1950. Et vous savez, encore une fois, il faudrait en parler à Ted Postol. C'est un spécialiste technique, ce que je ne suis pas. Mais de mémoire, je ne vois pas de raison particulière pour laquelle l'Iran ne pourrait pas utiliser l'un de ses missiles les plus avancés pour viser Dimona. Ils ne l'ont pas encore fait. Et je pense qu'il y a de très bonnes raisons à cela. Oui, ils ont fait preuve de retenue, ce que j'apprécie personnellement en tant qu'être humain, attaché à la vie. Mais s'ils étaient frappés par une arme nucléaire, bien sûr, tout serait remis en question. Et frapper Dimona serait bien entendu une possibilité réaliste. Je suppose, et encore une fois, c'est une question à poser à un spécialiste, mais je suppose qu'il y aurait un danger considérable de dispersion de la radioactivité sur une vaste zone, y compris dans les pays voisins, avec des effets très meurtriers. Oui, oui. Et, vous savez, une chose concerne la direction iranienne. Et aussi, selon Morandi, ils ne parlent généralement pas vraiment d'Israël. Ils parlent plutôt de la Palestine occupée. Ils sont très conscients que la terre sur laquelle se trouve Israël est celle des Palestiniens. Et ils n'ont absolument aucune intention d'occuper ou d'empoisonner radioactivement la Palestine de façon permanente, n'est-ce pas? Donc je veux dire, cela fait partie des contraintes dans lesquelles ils opèrent. Maintenant, pour revenir aux États-Unis, qu'en pensez-vous? J'ai fait quelques épisodes sur la composante évangélique et cette idéologie apocalyptique visant à provoquer l'Armageddon, ainsi que sur le fait que le président américain dispose désormais d'un bureau de la foi à la Maison-Blanche. Et juste le week-end dernier, ils ont organisé cette cérémonie avec lui à son bureau, son pasteur priant pour lui et disant des choses vraiment stupides. Mais je suis presque sûr que Donald Trump adore les entendre. C'est comme si dire non à Donald Trump revenait à dire non à Dieu, et ce genre de choses. Et Pete Hegseth, avec ses tatouages, la croix de Jérusalem et Dos Vult, et ainsi de suite. La reconnaissance qu'il existe une composante très, très forte qui veut cette guerre. Non pas pour gagner ou projeter la puissance, mais pour provoquer la fin des temps et le second avènement du Christ. C'est une motivation pour la guerre complètement différente de celle des néoconservateurs. Bien sûr, cela va de pair avec les néoconservateurs, mais c'est une motivation différente. À quel point jugez-vous ce courant de la politique américaine important dans cette guerre? C'est très significatif. Je veux dire, pour rappeler un peu d'histoire, le christianisme évangélique, encore une fois, par évangélique, on entend une branche principalement issue du protestantisme, qui adopte une interprétation très littérale de l'Ancien et surtout du Nouveau Testament, et qui se distingue quelque peu des groupes chrétiens plus traditionnels, comme les presbytériens ou les méthodistes. Il existe également un lien très émotionnel entre chaque chrétien et Jésus-Christ. Dans sa forme moderne, eh bien, les États-Unis sont un pays exceptionnellement religieux. Elle se distingue parmi tous les pays industrialisés par son niveau exceptionnellement élevé d'identification religieuse. Et nous avons toujours connu des poussées périodiques d'intérêt évangélique. L'une d'elles a eu lieu dans les années 1970, et elle a émergé précisément au moment du néoconservatisme. Ce qui caractérise la version des années 1970 du protestantisme évangélique, c'est qu'elle a établi l'idée du sionisme chrétien. C'était une idée entièrement nouvelle, et je ne connais pas de précédent significatif avant les années 1970. Pour les évangéliques, car le sionisme chrétien est très ancien au Royaume-Uni, depuis au moins 250 ans, mais pour les évangéliques américains, c'était quelque chose de nouveau. Je suis sûr qu'il y en a toujours eu des éléments, mais c'est devenu un phénomène de masse qui a saisi tout le mouvement évangélique
et en est devenu une caractéristique centrale. C'était les années 70, typiquement les années 70. C'est assez ironique, car ils avaient pourtant un passé d'antisémitisme, mais malgré cela, ils ont mis cela de côté. Et pour des raisons purement religieuses, ils se sont identifiés plus intensément à la survie de l'État juif, encore plus que beaucoup de juifs eux-mêmes. Le lobby pro-israélien a apprécié cela. J'ai consulté les archives d'une partie de ce lobby, le Comité juif américain, datant de cette période, et on y dit ouvertement que c'est une bonne chose, car après tout, cela renforce notre poids politique. Les Juifs, à cette époque, dans les années 1970, représentaient seulement environ 3% de la population américaine. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont autour de 2%. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup de poids électoral. Ils n'avaient pas tant de voix que ça. Les chrétiens évangéliques, c'est si je ne me trompe pas, environ 35% de la population américaine au milieu des années 1970, déclaraient avoir été nés de nouveau en Christ, ce qui est la caractéristique définissant un évangélique. Cela fait beaucoup de monde, cela fait beaucoup de voix. Et donc, le lobby pro-israélien a mis de côté les réserves qu'il pouvait avoir et a finalement cultivé et forgé une relation avec ces évangéliques, car cela augmentait son pouvoir politique. Et surtout, tu sais, juste pour intervenir, c'est très intéressant parce que les évangéliques chrétiens, les sionistes chrétiens bien sûr, considèrent les Juifs comme des instruments nécessaires pour provoquer l'Armageddon. Mais dès que l'Armageddon arrive, les Juifs bien sûr vont en enfer. Et ça ne les dérange pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est censé se passer. C'est le plan. Donc on est gentil avec les Juifs maintenant. On les aide avec Israël et avec le troisième temple. Et puis à la fin, ils sont en enfer et nous, on est au paradis. C'est comme ça que c'est censé se passer, non? Mais c'est ainsi qu'ils les voient, ce qui ne doit pas vraiment réjouir les sionistes juifs. Pourtant, si on peut en tirer parti, alors pourquoi pas? Exactement. En d'autres termes, c'était de la réelle politique. C'est ainsi que la politique se pratique. C'était une alliance de circonstances, mais une alliance tout de même, et une alliance politiquement très puissante. Je pense que c'est un élément clé du lobby pro-israélien, l'alliance avec les évangéliques. Il faut noter que beaucoup d'entre eux appartenaient à la classe ouvrière, et pas seulement des Blancs. Il existe également une forte composante afro-américaine dans le mouvement évangélique, et de nombreux immigrés mexicano-américains récents y participent aussi. C'est donc un mouvement immense. Il est multiracial et dans une large mesure issu de la classe ouvrière. Beaucoup de ces personnes votaient autrefois pour les démocrates, ce qui a permis aux républicains de forger un réalignement électoral fondé, dans une certaine mesure, sur la religion. Et encore une fois, Israël a été un élément clé dans tout cela, un élément très utile pour le lobby pro-israélien et pour le gouvernement israélien. Et Trump, c'est quelque peu ironique. Maintenant, Trump, bien sûr, est blasphématoire. Il parle de manière blasphématoire. Sa conduite personnelle est blasphématoire. Vous savez, sa vie personnelle est totalement dissolue. Mais les évangéliques ont tendance à passer cela sous silence, parce qu'ils mènent des actions qu'ils approuvent, notamment, évidemment, un soutien indéfectible à Israël. Donc je pense que ce type d'attitude, intensément pro-chrétienne, est une autre influence sur Trump. C'est une influence électorale. J'ai beaucoup de mal à croire que Trump ait un réel intérêt profond pour Jésus-Christ, ou pour la seconde venue, ou pour la fin des temps, ou pour quoi que ce soit de ce genre. Mais il aime le pouvoir, et il aime l'adulation, et il obtient cela des évangéliques. Je pense donc que c'est une autre influence très significative sur lui. Il est également à un âge où devenir plus croyant ou adopter certaines convictions aurait beaucoup de sens sur le plan psychologique. C'est Powell.
Mais je n'en ai absolument aucune indication. Alors, discutons plutôt de ceci. Selon vous, en quoi cela influence-t-il l'autre grande guerre dans laquelle les États-Unis sont encore impliqués, la guerre par procuration en Ukraine? Les 2 dernières semaines ont été assez intéressantes. L'Ukraine a été immédiatement éclipsée dans les médias, complètement disparue des gros titres du New York Times, entre autres. Et d'une certaine manière, l'Iran fait maintenant à l'Ukraine ce que l'Ukraine avait fait au Covid. Il absorbe tout l'oxygène médiatique. Pensez-vous que cela se traduira réellement par des évolutions sur le terrain ou pas? Quelles informations avez-vous sur la situation actuelle en Ukraine? Je veux dire, d'autres l'ont déjà fait remarquer, et c'est sans aucun doute vrai. Il n'y a aucun scénario dans lequel cela puisse tourner autrement qu'à l'avantage de la Russie, dans la mesure où les États-Unis n'ont tout simplement plus beaucoup d'armes à fournir à l'Ukraine. Que l'Europe les finance ou non ne change rien. Les États-Unis n'ont tout simplement pas les stocks nécessaires s'ils dépensent tout dans la guerre contre l'Iran. Et qu'ils donnent autant à Israël, ce qui est le cas. Donc voilà, il y a un manque de concentration et d'attention sur l'Ukraine, ce qui doit, j'en suis sûr, être très personnellement irritant pour Zelensky. Et enfin, il y a le problème que cela est très bénéfique pour la Russie en termes de hausse du prix mondial du pétrole. Évidemment très défavorable pour les importateurs de pétrole, comme l'Europe par exemple, qui vont en souffrir lourdement et accélérer leur désindustrialisation. Je veux dire, le dilemme de l'Europe est remarquable. D'un côté, elle a coupé sa principale source d'approvisionnement en pétrole et en gaz, qui était la Russie. Très malin de sa part. Puis, elle a acheté des combustibles fossiles américains beaucoup plus chers et est restée bien sûr dépendante des approvisionnements en provenance du Golfe Persique. Maintenant, le Golfe Persique a été coupé. Et bien sûr, nous ne devrions pas du tout être surpris si Donald Trump, avec son nationalisme, impose des contrôles à l'exportation sur le pétrole et le gaz américain. L'Europe se retrouverait alors laissée pour compte, pour ainsi dire, et la désindustrialisation de pays comme l'Allemagne s'accélérerait rapidement. Ce sera probablement un tournant pour l'Europe, y compris sur le plan politique. Nous avons toutes les raisons de nous attendre à ce que des partis comme l'AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France et d'autres encore montent très rapidement en réponse à ces conditions. Et malgré tout, la Russie en sera la bénéficiaire, dans la mesure où elle tirera beaucoup plus de revenus de la hausse du prix mondial du pétrole et du gaz. Je suis sûr que c'est déjà en train de se produire. Oui, tu sais, le pétrin dans lequel les Européens ont réussi à se fourrer, volontairement, apparemment, en toute connaissance de cause, est quelque chose que les historiens du futur étudieront. Je suis d'accord. C'est incroyablement étrange. Mais d'un autre côté, lorsqu'on regarde le Caucase et l'Asie centrale, on voit déjà comment cette guerre s'y propage, malheureusement aussi. Avez-vous des réflexions sur l'implication potentielle de l'Azerbaïdjan, d'Aliyev, et sur la manière dont l'Asie centrale pourrait percevoir cela? Je veux dire, l'Iran est un voisin direct de l'Afghanistan, n'est-ce pas? Et l'Afghanistan a mené une guerre contre les États-Unis pendant 20 ans. En réalité, les Iraniens disent « Regardez, nous avons vu toutes ces guerres américaines dans notre région. Nous les avons étudiées. Nous savons comment les États-Unis opèrent. C'est maintenant que nous appliquons les connaissances que nous en avons tirées. » Mais selon vous, comment le reste de la région, qui a déjà souffert de guerre avec les États-Unis, va-t-il évoluer ou aborder cette situation? Je vais dire ceci. Honnêtement, je n'ai pas de bonne réponse à cela. Ce que je dirais, c'est que s'ils sont intelligents, ils adopteront une position aussi neutre que possible
vis-à-vis des guerres américaines et tenteront d'établir une sorte de modus vivendi correct avec leur voisin le plus proche, à savoir la Russie, simplement parce que c'est leur voisin le plus proche. Il est toujours sage d'entretenir de bonnes relations avec son voisin le plus proche. Et je pense que ce qui se démontre très clairement au Moyen-Orient, quelque chose que tout le monde aurait dû prévoir, c'est que la présence de bases américaines ou une alliance avec les États-Unis réduit en réalité votre sécurité. L'un des points sur lesquels je voulais réagir, c'est que j'ai été fasciné et d'une certaine manière perplexe par la Suède et la Finlande. La Suède et la Finlande. La Finlande avait été neutre depuis 1947 et la Suède, littéralement, depuis des siècles. Et elle s'en sortait plutôt bien avec la neutralité. Leur sécurité était assurée. Elles n'étaient pas entraînées dans des conflits. Et maintenant, elles abandonnent cette sécurité pour une Amérique qui non seulement est peu fiable et considère l'Europe avec mépris, mais qui constitue ouvertement une menace pour leur sécurité, comme on le voit actuellement dans le Golfe. On se demande si quelqu'un n'aurait pas dû prendre les Suédois et les Finlandais par le col et leur dire « Mais à quoi pensez-vous, les gars ?» Parce que ce qu'ils font ne semble pas rationnel. Une grande partie de tout cela repose sur des hypothèses. Et si la Russie faisait ceci? Et si la Russie faisait cela? Un livre a récemment été publié par un universitaire allemand intitulé « Si la Russie gagne ». On m'a dit que c'est un best-seller en Europe. Il est écrit par un certain Massala, un professeur ayant des liens très étroits avec la Bundeswehr et l'OTAN. Et c'est littéralement une fiction. La Russie commence à agir de manière militairement agressive, en commençant par les pays baltes. C'est une fiction. Et pourtant, les gens le traitent et le commentent comme s'il s'agissait d'un récit réel. Et cela s'est déjà produit auparavant. Dans les années 1980, un général britannique a fait exactement la même chose. Il a écrit un livre intitulé « La Troisième Guerre mondiale », un récit fictionnalisé d'une attaque de la Russie contre l'Europe de l'Ouest, et les gens l'ont pris comme s'il s'agissait d'un documentaire. Et je pense que ce que nous avons ici, c'est un cas extrême de la logique néoconservatrice désormais appliquée à l'Europe. Traiter les menaces hypothétiques comme des menaces réelles et les menaces lointaines comme des certitudes, puis planifier en conséquence. Et c'est toujours plus sûr de militariser que de démilitariser, n'est-ce pas? Rien de tout cela n'a de sens quand on y réfléchit, mais c'est la logique qui est appliquée en Europe, ainsi qu'aux États-Unis et en Israël, bien sûr. J'ai deux éléments pour expliquer cela. Le premier, bien sûr, c'est que oui, les Européens, y compris les Suédois et les Finlandais, ont avalé la pilule néoconservatrice que vous venez de décrire. Ils raisonnent en termes d'hypothèses, et ils se sont enfermés dans une logique où ces hypothèses sont devenues des dogmes. En gros, si la Russie gagne, alors naturellement, l'étape suivante sera les pays baltes. C'est absolument clair. C'est comme la théorie des dominos. On considère comme une certitude que c'est ce qui va se produire, n'est-ce pas? Et si vous remettez cela en question, alors c'est vous qui êtes dans le déni. Le fait qu'il n'y ait aucune preuve pour étayer cela n'a aucune importance. Cela n'a pas d'importance. Le dogme ne dépend pas des preuves, il dépend de la croyance. Puis-je simplement ajouter quelque chose à cela? Je veux dire, en venant des États-Unis, et avec une longue mémoire, car j'ai déjà pas mal de vécu, pendant la guerre froide, il y avait cette tendance chez les Américains à considérer les Européens comme les plus intelligents. C'était eux qui faisaient preuve de nuance, qui ne se laissaient pas emporter par la rhétorique du croque-mitaine, et ainsi de suite. Et la presse européenne était bien meilleure que la presse américaine. Je me souviens d'avoir lu Le Monde, et c'était bien meilleur que The New York Times. Même la presse britannique, la BBC, était meilleure que ses homologues américains. Aujourd'hui,
Tout en Europe, je ne lis pas l'allemand, mais je lis le français. C'est The New York Times. Je sais, mais c'est logique, non? Après 30, 35 ans à avoir remporté la guerre froide et à devoir admettre que l'approche des États-Unis était en fait la bonne pour la gagner, n'est-ce pas? Tout le monde en Europe a commencé à s'intégrer, n'est-ce pas? Y compris les journaux. Donc, de nos jours, tous les journaux sont dans le sillage du New York Times. Ils ouvrent le New York Times pour comprendre comment le monde doit être présenté, puis ils s'y conforment, car pour eux, c'est la vérité objective. Et l'autre élément d'ailleurs, avec la Finlande et la Suède, c'est que les Européens ont perdu la capacité de penser en dehors du cadre de la dissuasion. La dissuasion est la seule chose à laquelle ils pensent. Et dans ce cadre, il n'y a tout simplement pas d'espace. Leur cadre exclut la possibilité d'avoir la neutralité comme stratégie de sécurité, parce que ce n'est pas de la dissuasion, parce qu'il faut faire peur à l'autre camp pour qu'il n'attaque pas. Voilà. La possibilité que vous puissiez les effrayer au point qu'ils finissent par vous attaquer ne semble pas leur avoir traversé l'esprit. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la raison pour laquelle ils soutiennent qu'il faut se militariser. Parce que nous sommes trop faibles, donc nous inviterions une attaque. Par conséquent, il faut se militariser. Toute l'idée selon laquelle, oh non, si nous ne représentons une menace pour personne, si nous n'avons que des amis de tous côtés, alors tout ira bien, est tout simplement étrangère à leur manière de concevoir la stratégie militaire. Et une grande partie, pas toute, mais une grande partie, surtout dans l'establishment, a perdu la capacité de penser en dehors des logiques de dissuasion. Ce que nous devons étudier, c'est comment ils ont réussi à implanter cet état d'esprit. Comment 35, presque 40 ans de cela ont-ils pu écarter l'autre paradigme de sécurité? C'est intéressant. En gros, c'est pas seulement une conversion politique, mais presque intellectuelle, de l'élite européenne et de la classe pensante européenne, disons, en copie conforme des États-Unis. Un autre aspect assez intéressant, c'est que ce n'est pas comme si l'alliance américaine avait particulièrement bien fonctionné. Nous voyons encore les effets de cette alliance américaine dans le Golfe. Je me demande simplement si les gens en Suède et en Finlande se diraient « Tiens, je me demande si, regardez, les Émirats arabes unis et le Qatar sont alliés aux États-Unis et maintenant ils se font attaquer. Ils ne l'auraient pas été s'ils ne s'étaient pas alliés. Nous verrons si cela les amène à repenser leur stratégie. » Un autre point, bien sûr, est la question des armes contre le beurre. L'Europe est en train de se désindustrialiser. Ils se rendent volontairement plus pauvres. Ils le font depuis le début et cela ne fera qu'aggraver la situation. Ils se sont infligés cela eux-mêmes, à travers des politiques qu'ils ont choisi de suivre, sans y être obligés. Et maintenant, ils vont augmenter le budget militaire, en parlant de passer peut-être de 1% à 5%. Vous savez, cela va se répercuter sur leur niveau de vie. Et ils disent ouvertement que nous devrions accepter cela avec joie. Ils pourraient regarder les États-Unis. Les États-Unis sont essentiellement un pays avec d'énormes problèmes sociaux. Son infrastructure s'est dégradée au niveau de celle d'un pays beaucoup plus pauvre. Quand on va en Europe, c'est bien plus agréable là-bas. Les Européens veulent renoncer à tout cela pour ressembler aux États-Unis. Cela semble vraiment une idée très étrange. C'est vrai, mais dans leur cadre mental, ce ne sont pas les Américains qui leur font ça. Ce ne sont pas eux-mêmes non plus. Ce sont les Russes. Les Russes créent cette menace, et à cause de cela, nous en souffrons, n'est-ce pas? C'est sensationnel. S'ils cessaient de nous menacer, s'ils étaient des gens civilisés, nous n'aurions pas à faire cela. Je veux dire, c'est parfaitement rationnel dans leur cadre de pensée. C'est donc très regrettable. Mais cela va continuer encore assez longtemps, je pense, au moins une vingtaine d'années,
jusqu'à ce qu'une nouvelle génération arrive et doive réétudier ce qui s'est réellement passé et le réévaluer. Mais les personnes qui sont dans l'état d'esprit actuel le maintiendront jusqu'à la fin. Vous pourriez assister à une rupture sociale en Europe. Eh bien, à moyen terme, il est très facile d'imaginer un gouvernement de l'AfD en Allemagne, par exemple, c'est-à-dire la droite arrivant au pouvoir dans les grands pays d'Europe. Maintenant, fonctionneront-ils différemment? Je n'en sais rien. Je ne voterai pas pour eux, je peux vous le dire. Mais malgré tout, c'est quelque chose que les élites européennes redoutent énormément et qu'elles ont provoqué elles-mêmes. Ce que mes amis conservateurs de droite en Allemagne m'ont dit, c'est que l'AfD, au niveau national, s'est déjà converti à la manière de penser standard. C'est l'AfD au niveau local qui conserve encore une part de cette âme, non pas pacifiste, mais non militariste. Mais le processus, le système, est déjà en train de faire à l'AfD ce qu'ils ont fait au Verts. Ils les lavent au niveau national pour en faire un parti de gouvernement et en gros pour les aligner, surtout sur ce point. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est ce que mes sources là-bas me disent. Parce que c'est systémique, n'est-ce pas? Le problème est systémique. Et je crois vraiment que c'est ainsi que ces 30 dernières années se sont déroulées pour beaucoup d'Européens. Et regardez les dossiers Epstein et ce qu'ils nous révèlent sur l'imbrication de ces élites, n'est-ce pas? Tous les noms, ils sont américains, britanniques, européens, puis il y a une figure politique au Moyen-Orient, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de Japonais, peu de Russes, et ainsi de suite. C'est cet enchevêtrement. C'est une seule masse, une seule entité. Et il sera douloureux et long à venir à la démêler, si elle se démêle un jour. Je n'en sais rien. Une possibilité serait évidemment que le système politique standard ne s'attaque pas aux problèmes sociaux fondamentaux et qu'il s'envenime. La politique se déplacera souvent dans la rue et l'on verra apparaître le désordre social, les émeutes, la violence. Je veux dire, je n'exclurai pas cette éventualité en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Non, c'est vrai. En fait, au final, ce que le plan des États-Unis pour l'Iran en janvier de cette année prévoyait pourrait très bien se produire chez eux, qu'un véritable mécontentement civil commence à hanter ces pays. Mais la question pour moi, enfin, pour revenir encore une fois à l'Iran, c'est de savoir si cela a jamais été envisagé sérieusement. Vous savez, toute cette idée que Donald Trump mettait en avant, du genre « Très bien, nous allons bombarder votre régime, et ensuite vous, les Iraniens, vous vous lèverez et prendrez le pouvoir. » Est-ce que cela a jamais été réellement pensé comme une stratégie? Croyez-vous que, dans le cadre néoconservateur, ils aient vraiment imaginé qu'une chose pareille soit possible? Ou bien était-ce simplement une autre sorte de prétexte pour justifier le bombardement de gens là-bas? Eh bien, il y a une superficialité remarquable dans la pensée néoconservatrice. Il y en a toujours eu, essentiellement une sorte de déification de la force militaire et des opérations secrètes, et cette croyance que la force militaire résout tous les problèmes. Je pense que l'idée de décapitation ici a fasciné à la fois les Israéliens et les États-Unis. Et je pense que le succès superficiel et immédiat de l'opération au Venezuela, l'enlèvement du président et de son épouse, aussi illégal que cela puisse être, a probablement renforcé l'idée de tenter quelque chose de similaire en Iran. Leur réflexion accorde une importance considérable à la personnalisation, à cette notion selon laquelle les problèmes du monde sont causés par des hommes mauvais. Il y a ici une théorie des grands hommes de l'histoire, sauf qu'il s'agit de mauvais hommes. Pas beaucoup de mauvaises femmes, mais de mauvais hommes. Et ils ont toujours des noms. Poutine, Milosevic, Kim Jong-un, Castro à l'époque, Kadhafi. Donc,
Je suppose que l'idée, c'est que nous nous sommes tellement convaincus que tout repose sur de mauvais hommes, que la superficialité de tout cela a fini par s'imposer, pourrait-on dire. Si nous décapitons simplement les mauvais hommes, les tuer ou les enlever, tout ira bien. Je pense qu'il y avait un peu de cette logique ici. En outre, je pense qu'il y avait une option de repli du point de vue israélien. Je ne sais pas si les Américains pensaient cela, car je ne crois pas que ce raisonnement ait vraiment percé. Mais il est très possible que les Israéliens aient estimé que si l'on déstabilisait l'Iran au point d'y provoquer le chaos social, la guerre civile et la désintégration nationale sur une longue période, ce ne serait pas un mauvais résultat. Car en somme, cela signifierait que l'Iran serait effectivement décapité en tant que grande puissance. Ils semblent écarter le fait que le chaos lui-même peut engendrer des menaces. Ils omettent ce détail. Néanmoins, je pense que cela pourrait très bien correspondre à la logique israélienne. Du point de vue américain, l'idée semble être que si l'on élimine la direction, si l'on supprime les hommes mauvais, si on les tue, le problème se résoudra de lui-même. C'est remarquable de voir à quel point la même chose s'est produite en Irak lors de l'invasion de 2003. L'idée était de renverser Saddam Hussein et que tout se mettrait en place ensuite. Il n'y avait aucune planification. Si je me souviens bien, le nombre de membres du personnel américain, militaire et civil, qui parlaient même l'arabe, était très faible, et ils n'avaient jamais vraiment de plan pour savoir quoi faire après avoir renversé Saddam Hussein. Avec le recul, et même à l'époque, cela paraissait insensé. Mais, d'une certaine manière, ils avaient cette certitude qu'il suffisait d'utiliser la force militaire pour renverser le gouvernement et que tout se mettrait en place. C'est une idée néoconservatrice de longue date, et je pense que nous l'avons vu se manifester ici aussi. Oui, je pense que tu as aussi raison à propos d'Israël. Je veux dire, la stratégie principale, à mon avis, si l'on prend les 30 dernières années comme référence, c'est que le chaos dans l'environnement résout en fait le problème, non? Si les adversaires potentiels sont dans un désordre total, alors tu es bien installé là-bas sur la Méditerranée, n'est-ce pas? Tout va bien. Et si on peut faire la même chose avec l'Iran et peut-être la Syrie, c'est aussi l'idée. La Libye en est un autre exemple. Je veux dire, d'autres anciens ennemis comme la Libye ont été traités de cette manière. Et ils l'ont été, ils ne figurent plus sur la liste des préoccupations. Oui, c'est exact. Je pense que, vous savez, à long terme, le chaos peut engendrer le terrorisme. Il peut évidemment donner naissance à des groupes infranationaux cherchant peut-être à se procurer des armes de destruction massive pour des raisons que nul ne connaît. Toutes sortes de choses peuvent émerger du chaos, et aucune n'est positive. Mais pour une raison ou une autre, encore une fois, les Israéliens ne le perçoivent pas ainsi. Ils simplifient le problème en considérant la destruction d'un pays comme une solution. Oui, parce que tu sais, si tu regardes les personnes qui prennent ces décisions, jusqu'à présent, toutes s'en sont plutôt bien sorties avec cette stratégie, non? Aucun des premiers ministres israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou, n'a vraiment subi de conséquences sérieuses. Au contraire, je veux dire, le prochain aéroport là-bas pourrait bien porter son nom, et il pourrait être appelé, tu sais, aux côtés de Ben Gurion et Herzog, comme l'un de ceux qui ont véritablement renforcé les capacités de l'État. Le président américain, lui, a construit son Conseil de la paix, et il se voit comme l'un des 3 ou 4 plus grands présidents des États-Unis, méritant une autre tête sur le mont Rushmore. Et ils ne sont qui de Swavigiro. Stanks he, la path of mesbalixturi, nor subidzuli, cumigatus twains at that utilidelis behismith. Tu as raison à ce sujet. Évidemment, il y a l'expression « rien ne réussit comme le succès »,
mais aussi rien n'échoue comme l'échec. Et je pense que les probabilités penchent fortement vers une forme d'échec ici. Prédire exactement quelle forme cela prendra est très difficile, mais je ne vois pas cela se terminer par un succès américano-israélien. Si cela ne se termine pas par un succès américano-israélien, cela encouragerait probablement davantage d'intervention, plus de militarisme, plus de prise de risque, avec des conséquences impossibles à prévoir. Je veux dire, Cuba, j'imagine, serait la prochaine. Et je ne sais pas. Peut-être une guerre intensifiée contre la Russie parce qu'elle devient trop arrogante. Peut-être une guerre avec la Chine. Il est difficile de savoir jusqu'où cela irait. Mais l'hubris, évidemment, est une sorte d'activité auto-entretenue. Plus on en a, plus on prend de risques pour la nourrir. Donc je pense, et je déteste le dire, que l'idée que les États-Unis ou Israël fassent quoi que ce soit, pouvant être considérée comme une victoire, serait un résultat plus dangereux qu'une défaite. Bien que perdre soit aussi très dangereux, car comme vous l'avez souligné, les États-Unis et ou Israël pourraient recourir à l'arme nucléaire. Oui, absolument. Et c'est vrai aussi. En allemand, on a un dicton « l'hubris précède la chute ». Et ça marche. Enfin, ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ça me rappelle un peu le problème du cygne noir et celui des dindes. Non? Les dindes, juste avant Thanksgiving, qui se disent que tout va bien. Toute l'année précédente n'a été qu'une croissance régulière de la population, n'est-ce pas? Tout va bien maintenant? Tout va bien, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Mais savoir si cette situation avec l'Iran sera l'événement qui deviendra en fait le dernier Thanksgiving pour les dindes, c'est bien sûr une autre question. Le problème, c'est que, encore une fois, cela coûte la vie à beaucoup de gens. J'aimerais qu'il y ait un moyen de contenir cela, mais c'est encore tellement sanglant. Eh bien, je veux dire, la perte de vie humaine n'est pas seulement militaire. Mais encore une fois, vous savez, il y a eu cette étude du Lancet, je suis sûr que vous en avez entendu parler, qui a examiné les effets cumulatifs des sanctions américaines sur 50 ans. Je crois que le chiffre qu'ils ont donné pour le nombre total de morts cumulés sur toutes les régions était de 38 millions, dû uniquement aux sanctions américaines. 500 millions de personnes meurent chaque année à cause des sanctions américaines et européennes. Pardon, je veux dire 500 000, un demi-million de personnes chaque année à cause des sanctions. Les effets directs et indirects incluent bien sûr le manque d'accès aux médicaments. Fait amusant, mon entretien d'hier était avec l'un des auteurs, pas de cette étude, mais du groupe de recherche dans son ensemble. C'est dévastateur. C'est dévastateur. Et ce ne sont que les sanctions économiques. Cela ne tient même pas compte des bombes qui tuent des gens. Bien que fait intéressant, ce chiffre soit plus élevé que celui des personnes mourant à cause des bombes. C'est exact. Oui, c'est vrai. Nous arrivons, je pense, à la fin de l'entretien. Mais je voulais évoquer la politique intérieure des États-Unis autour de la guerre et souligner un point. Cela a vraiment constitué une sorte de tournant historique pour mon pays. Traditionnellement, nous avons cette idée bien connue de se rallier au drapeau, et lorsque le président entre en guerre, il bénéficie au départ d'un fort regain de popularité. Cela ne fonctionne plus aujourd'hui. Oh. Une majorité de la population, même dès le tout début du conflit, ne l'a pas soutenu. C'est très inhabituel, et en général le soutien diminue avec le temps. Donc, si Trump perd cette guerre, ce sera dévastateur pour lui. Beaucoup de personnes dans son entourage, le camp Make America Great Again, Tucker Carlson par exemple, et Marjorie Taylor Greene, une députée très conservatrice, ont déjà condamné la guerre dans les termes les plus fermes. Ils ont dit, « Vous savez, nous avons voté pour vous comme président parce que nous pensions que vous ne déclencheriez pas de guerre comme celle-ci, que vous ne seriez pas aussi interventionniste que les démocrates.
Et là, vous êtes tout aussi mauvais, voire pire, qu'eux. Je pense donc que cela pourrait provoquer une sorte d'explosion politique aux États-Unis. Cela suggère aussi qu'il sera beaucoup plus difficile pour les futurs présidents, quel que soit leur parti, d'entrer en guerre, car si l'on ne peut pas mobiliser l'opinion publique dès le départ, il sera très difficile de maintenir cela politiquement. Et je pense que cet aspect-là est en réalité très positif. Qu'est-ce qui a poussé Trump à changer? Je ne sais pas, car son premier mandat était bien moins interventionniste que ceux de ses prédécesseurs. C'est donc un grand revirement. Pourquoi il a soudainement changé au cours de son second mandat? Ça, je ne peux pas voir, hein? Je me demande sans cesse si quelqu'un l'a vraiment, tu sais, littéralement menacé physiquement. Parce que la seule chose qu'il n'était pas, on peut dire beaucoup de choses négatives sur lui pendant son premier mandat, mais la seule chose qu'il n'était pas, c'était assoiffé de sang. Et si tu regardes le discours qu'il a prononcé au début de la guerre, il était complètement sanguinaire. C'était du genre « Vous vous rendez ou nous vous tuerons tous. Tout le monde mourra. » Il ne parlait pas comme ça avant. Je veux dire, quelque chose l'a poussé dans cet état d'esprit. Et je ne serais pas surpris qu'il ait été physiquement menacé, tu sais, avec un couteau sur la table ou quelque chose comme ça. Oui, je veux dire, c'est un grand mystère pour moi de savoir ce qui s'est exactement passé là-bas. Et je n'ai pas vraiment de bonne réponse pour le moment. Je remarque cependant qu'il y a eu un énorme changement. Je me demande aussi, à propos de personnes comme Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement national, et qui, au cours de sa carrière en tant que démocrate puis républicaine, n'a cessé de dénoncer les va-t-en-guerre. Hillary Clinton était une va-t-en-guerre, partie intégrante de la machine de guerre. C'était son vocabulaire. Et la voilà, toujours dans l'administration, du moins publiquement, en train de soutenir la guerre. J.D. Vance, pas aussi véhément que Tulsi Gabbard, mais un peu dans le même registre. Lui aussi soutient publiquement la guerre. Donc, encore une fois, combien de temps cela va durer si les choses commencent à se détériorer? Comme cela pourrait arriver dans les prochains jours, je n'en sais rien. Mais jusqu'à présent, c'est très surprenant que des gens qui devraient vraiment savoir mieux aient continué à soutenir Trump. Je veux dire, c'est un grand mystère, non? Parce que ces deux figures, Vance et Gabbard, ne sont manifestement pas ravies de cette situation. Elles appartiennent clairement au camp non néoconservateur. La seule chose que je peux imaginer, c'est qu'elles attendent stratégiquement le bon moment pour planter un couteau dans le dos de Donald Trump et se prononcer publiquement contre lui. Mais c'est peut-être juste un vœu pieux. Je ne sais pas. Je ne peux pas prédire ce qu'ils vont faire. Mais dans l'ensemble, il n'y aura pas de bonne issue à cette guerre, c'est certain. Je pense que le meilleur résultat serait qu'Israël et les États-Unis reçoivent une leçon sévère, que l'interventionnisme est une catastrophe. Et j'espère que d'autres pays comprendront que s'aligner sur les États-Unis, avoir des bases américaines sur leur territoire, diminue en réalité leur sécurité de manière très concrète et directe. J'espère que cela finira par être compris par de nombreux pays. Si cette leçon était retenue, cela donnerait encore plus de raisons de mener des études sur la neutralité, pour comprendre comment être en sécurité sans interventionnisme. David, c'est un mot de la fin magnifique. Pour les personnes qui souhaitent découvrir vos écrits ou vos publications, où devraient-elles aller? dgibbs.arizona.edu. Quand tu mettras en ligne la page de cette vidéo sur YouTube, je donnerai l'URL. Je mettrai le lien dans la boîte de description ci-dessous. Tout le monde, allez lire les écrits de David Gibbs. Professeur Gibbs, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci.